Salut les curieux! Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode spécial au sein de Graines de Savoir, puisqu'aujourd'hui, c'est un épisode en collaboration avec Fossile vous plaît, qui est une page Facebook dont le créateur et le rédacteur est Julien Barbier. Aujourd'hui, nous allons découvrir des mammifères qui ont vécu juste après la crise KPG, donc la crise qui a mis fin aux dinosaures non-aviens à la fin du Crétacé. Nous allons pouvoir découvrir leur diversité dans un endroit bien précis, donc qui se trouve juste à côté de Denver, dans un site qui s'appelle Coral Bluff. Et toutes ces explications vont nous être apportées grâce à un paléontologue, même un paléobotaniste, je dirais même plus précisément un paléopalinologue, un spécialiste des pollens fossiles. Antoine Bercovici. Merci beaucoup à Julien Barbier pour cette collaboration et un grand merci à Antion pour sa présentation de ces magnifiques fossiles et de ce magnifique gisement près de Denver. Trêve de discussion, rentrons directement dans le vif du sujet. Je suis avec Antoine, comme j'ai dit tout à l'heure, et on va parler de la fameuse découverte des mammifères au Colorado qui ont été découverts juste après la crise KT, mais pas seulement les mammifères, il y a aussi pas mal de choses à dire sur les pollens et les plantes. Voilà. Bah oui, bonjour à tous, bonjour Julien, t'es allé chez le coiffeur toi? Non, je me suis battu avec le jardinier, il a gagné. Voilà. Ah bon, parce qu'il y a quand même quelques chanceux qu'on peut aller chez le coiffeur pendant ce moment d'isolation. Voilà. Ouais, pendant que tout le monde est enfermé, c'est l'avantage de pouvoir faire dans le virtuel et puis de vous emmener sur le terrain dans le Colorado. Tu vois, hier, on a fait ce week-end une conférence de paléobotanique en direct de Seattle. Bah, c'est pas mal, hein, ça marche bien. Voilà, je suis convaincu, donc j'espère que c'est un moyen qui va se répandre et être plus utilisé, qu'on pourra discuter en ligne. Ouais, je vais essayer de faire ça plus souvent, mais bon, avec mon matériel à la maison, c'est pas terrible, donc on profite de chez toi avec la déco, c'est quand même un peu plus sympa. Et donc, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas nous raconter un petit peu. Toi, t'étais un peu dans l'aventure, en fait, c'est ça? Eh ben, c'est une histoire qui a commencé il y a 5 ans maintenant, ouais. Par les collègues de Denver, du musée d'histoire naturelle de Denver. Mon collègue Taylor Lazen, qui est un acolyte de longtemps, puisqu'on travaille sur la limite Crétacé-Tertiaire et sur l'extinction dans le Dakota du Nord. Lui, c'est un local du Dakota du Nord. Il habite dans un tout petit village là-haut et je l'ai rencontré quand j'ai fini mon bac. Je voulais avoir une expérience de terrain et voir à quoi ça ressemblait de faire de la paléontologie. Donc je suis allé dans le Dakota du Nord et j'ai rencontré Taylor il y a 20 ans maintenant. Il y a 20 ans. Et donc notre parcours on s'est retrouvés chaque été et puis récemment il est devenu le conservateur pour les vertébrés du musée de Denver. Ah oui, d'accord. Et il s'est intéressé un peu au Colorado, quoi, parce qu'il y a beaucoup de sites de fossiles, il y a des sites de plantes qui sont déjà pas mal connus dans le Colorado, mais il y a aussi des vertébrés, il y a des dinosaures. Mais il s'est intéressé à un affleurement qui s'appelle Coral Bluff, qui est au sud de Denver. On va essayer de montrer des images, puisqu'on a cette possibilité. Alors, et ben voilà, on voit les images et on nous voit nous aussi. Donc la carte est cachée un peu, mais on voit donc le bassin de Denver, qui est un bassin sédimentaire qui est accolé aux montagnes rocheuses. Donc là, les rocheuses sur la carte, elles sont à l'ouest. On voit la grande ville de Denver. Quand on va au sud, il y a Colorado Springs, et juste en dehors de Colorado Springs, on peut voir les avions se poser de la piste. On a nos affleurements de Coral Bluff. Qui ont été prospectés il y a en fait depuis très longtemps, mais il y a finalement pas beaucoup de fossiles de vertébrés qui sont connus, quelques restes de tortues,
mais pas grand-chose. Mais ça a beaucoup piqué l'intérêt de mon collègue Tyler, qui allait voir ces affleurements et qui est rentré bredouille lui aussi. Ah, alors qu'il a le coup d'œil, quoi. Donc ça a changé quand il s'est penché sur les collections du musée de Denver. Alors on va voir comment ça marche, si on peut changer. Ouais, on peut changer de diapo. Et il s'est penché sur les collections du musée de Denver, et dans un tiroir il a trouvé un fossile qui a été trouvé par une volontaire. Au musée de Denver, il y a beaucoup de volontaires qui travaillent, qui font de la préparation de fossiles, puis qui aident aussi à la recherche sur le terrain, puisqu'il y a beaucoup de choses à découvrir, et plus on est, mieux ça marche. Et elle avait découvert il y a plusieurs années un crâne entier de fossiles de mammifères. Alors ça, c'est assez extraordinaire, parce que les fossiles du mammifère, les fossiles de mammifères du Paléocène, on n'en connaît pas beaucoup. C'est extrêmement rare, et quand on en trouve, en général, c'est juste des dents, parce que ce sont des animaux qui sont très petits, et les dents qui sont les parties dures, c'est ce qui se préserve le mieux. Donc on a quelques dents qu'on connaît du Paléocène, et ce crâne-là est assez exceptionnel. Comme on le voit là, à gauche de l'image, il y a une mâchoire avec des dents qui sortent. Et ce fossile-là a été mis dans les collections de Denver et un peu oublié jusqu'à ce que Tyler l'exhume. Et ça l'a aidé, parce que c'est un peu comme une pierre de Rosette, puisque non seulement c'est un beau fossile, mais aussi il y a la roche dans laquelle il est préservé. Et c'est une roche assez particulière. On peut voir là une surface un peu jaune ocre. C'est un fossile qui est préservé dans un nodule. Ah, voilà. Et il y a quelque chose qu'on fait en tant que paléontologue quand on est sur le terrain, c'est qu'on développe une image de recherche. Et cette image, on la calque sur ce qu'on regarde quand on regarde le sol. Et souvent, si on n'a pas la bonne image de recherche, on ne trouve pas les fossiles. Alors qu'ils sont là. Ils sont parfois sous nos pieds. Moi, ça m'arrive souvent, parce que comme je travaille sur les pollens fossiles, en général, je regarde des petites choses. Et puis, alors je regarde sur les affleurements, je vois rien. Et puis derrière, il y a mon collègue Taylor qui fait « Ah, t'as raté l'os de dinosaure qui est grand comme ça. Parce que j'ai pas l'image dans ma tête à regarder les grosses choses. Donc, voir cette préservation dans les nodules-là, ça a changé vraiment cette image de recherche. Donc, ils sont retournés sur le terrain. Et dans la journée, ils ont trouvé 4 crânes de fossiles, 4 crânes de mammifères entiers, parce qu'ils ont trouvé les nodules. Et en fait, on ne voit pas ces crânes sur le terrain, mais une fois qu'on les casse au marteau, on voit sur la fracture du nodule, en coupe, les structures osseuses. Alors ça ressemble pas, c'est pas très joli, hein, c'est ça, c'est des nodules phosphatés, qui sont, il y en a des petits, hein, il y en a qui sont à peu près de la taille peut-être d'une orange. Les plus gros, ils font la taille de quoi, d'une pastèque, peut-être d'une pastèque. Il y a des gros fossiles. Et quand ils sont dégagés en laboratoire, minutieusement par les préparateurs qui font donc un gros travail, voilà ce qu'on en sort. Ah oui, voilà. Donc c'est vraiment les Kinder Surprise. Donc c'est les Kinder Surprise, donc on passe de ça à ça. Donc effectivement, là, tous les fossiles qu'on voit ont été dégagés de ces nodules-là. On a donc des beaux mammifères qu'on commence à avoir une fenêtre qui s'ouvre sur le Paléocène. Et ce qui est intéressant de la part de cette préservation dans les nodules, c'est que c'est des restes qui sont préservés en 3 dimensions. Donc on peut aussi faire des études assez détaillées. Plus que quand c'est aplati. Quand c'est aplati. Comme à Menin, par exemple. Salut Sophie. Menin, c'est plus récent, donc c'est aussi très intéressant, et on a des beaux mammifères qui viennent de Menin. Menin, c'est 4-5 millions d'années après la limite KT. Non, je crois qu'on avait dit 58 millions d'années. 58 ? Bah oui, ça fait 4-5 millions. De 66 à 58 ? Ça fait 7-8. C'est 7-8 millions d'années après la limite Crétacé-Tertiaire. Coral Bluff, on savait pas trop, et c'était un peu la question, et on va voir un peu quelles sont les méthodes on a appliquées justement pour dater ces fossiles-là, mais on savait que, vu que la limite Crétacé-Tertiaire n'était pas très loin, on était plutôt dans l'échelle d'1 million d'années, 2 millions d'années après la limite. Donc c'était des découvertes de fossiles assez récents après la limite. Ah bah voilà, donc Sophie nous dit 56, donc on est à peu près à 10 millions d'années après la limite Crétacé-Tertiaire. Donc ça raconte aussi, Menin en France raconte une autre histoire, c'est l'histoire plus tardive de cette radiation des mammifères, mais là on est vraiment très proche de l'extinction.
Elle nous redit 58, tu vois, donc j'avais raison. Ah bah. Ça bouge en Auvergne. Donc voilà un petit échantillonnage de quelques fossiles. Je crois qu'on en est à 75 crânes en ce moment. Et puis c'est quand même beaucoup pour cette période, quoi. Enfin, c'est complètement inédit. Déjà sur cette table, c'est plus que tout ce qu'on connaît sur les mammifères du début du Paléocène. Donc c'est vraiment une découverte assez extraordinaire et qui est passée complètement inaperçue à cause de cette préservation dans les nodules. J'aime dire qu'en paléontologie, la paléontologie, c'est une sorte de grand livre immense. Et dedans, tu as des pages blanches. Et là, c'est un peu comme si on avait rempli une de ces pages. On a rempli une de ces pages. Et ce qui est aussi intéressant de dire, c'est que les livres, ils sont par continent. Donc, on a rempli cette page de l'histoire de l'évolution des mammifères pour l'Amérique du Nord. Voilà. Et c'est peut-être pas non plus l'histoire globale. Donc, ça serait intéressant de trouver d'autres sites. Mais c'est vrai que on est dépendant de ces découvertes parfois extraordinaires. On a ce qu'on appelle les Lagerstätten. Ouais. Des sites extraordinaires qui nous ouvrent ces fenêtres sur l'enregistrement fossile, et ça, c'est sans doute justement une de ces fenêtres extraordinaires pour le début du Paléocène. Alors, les mammifères, c'est bien joli. Bon, je veux dire que quand même, c'est assez extraordinaire. Alors, Tyler m'a appelé quand ils ont commencé à faire ces découvertes, et il m'a dit, je peux pas trop te dire les détails, mais on a trouvé des crânes de mammifères. J'ai dit, ah bon? Alors, ça m'a paru assez extraordinaire. Je pensais qu'ils en avaient un. Et puis, donc, il m'a invité à venir dans le Colorado pour faire une partie du travail, le travail de datation des strates et de palynologie, d'étudier les pollens fossiles de ces affleurements. Parce que ce qui a été intéressant à Coral Bluff, c'est qu'il n'y a pas non plus que des mammifères, il y a aussi énormément de fossiles de plantes. Donc, on peut mettre en relation la faune, l'évolution de la faune et l'évolution de la flore. Donc voilà, sur cette table, encore une fois, quelques fossiles qui viennent de Coral Bluff, des fossiles de plantes dont on va reparler beaucoup parce que c'est ce qui m'a surtout intéressé quand je suis allé là-bas. Oui, alors il faut dire que la spécialité d'Antoine, c'est les plantes et notamment les pollens. Hein. C'est pour ça qu'on va en parler pas mal. Alors, je suis paléobotaniste, plus particulièrement palynologue, donc j'étudie les grains de pollen fossiles, aussi les compressions de plantes, et donc on a appliqué ces méthodes-là à Coral Bluff. Voilà un peu à quoi ressemblent les affleurements. En fait, c'est pas si étendu que ça. On a à peu près quelque chose comme 120 mètres d'épaisseur de sédiments qui sont surtout des sédiments gréseux et argileux. Donc on est dans des environnements de dépôts terrestres, des plaines d'inondation avec donc ces bancs de grès qu'on voit qui sont des systèmes fluviatiles. On a des rivières des alternances donc de plaines d'inondation et de rivières. Une autre vue là un peu, donc on voit les niveaux gréseux qui dépassent et peut-être les 100 mètres de dénivelé sur lesquels on a cet affleurement. Donc ce qu'on a fait nous paléobotanistes, on a essayé de trouver des plantes. Donc comment on fait ça? Les plantes, contrairement souvent au reste de vertébrés, on ne les voit pas directement sur le terrain, puisque quand l'érosion dégage les roches, elles peuvent dégager les vertébrés qui sont plus durs, mais les plantes sont systématiquement détruites. Donc il faut y aller à la pioche, et il faut dégager des blocs. Et en clivant ces blocs, si on a de la chance, surtout d'ailleurs aussi si on connaît bien les environnements de dépôt et qu'on sait par avance, on peut prédire où se déposent les plantes, où il faut creuser pour trouver des plantes, et qu'on a un peu de chance aussi, on peut trouver donc des sites de plantes. On en a trouvé pas mal à Coral Bluff. Donc là, on est en train de dégager un très gros bloc à la pioche et à la barre à mine. Et l'avantage de dégager ces gros blocs, c'est qu'on peut ensuite les cliver. Et plus les feuilles sont grosses, plus on a de gros blocs, mieux c'est, parce que sinon on les casse en petits morceaux. Donc si on clive des gros blocs, on a des grandes surfaces sur lesquelles on peut observer les feuilles. Et donc du coup on est d'accord, là on a des nodules avec des vertébrés, et les plantes c'est un autre type de fossilisation, on va dire en gros. Les plantes c'est tout à fait un autre type de fossilisation. Les plantes c'est des impressions carbonées sur de la roche. Et on les trouve pas dans les nodules, les plantes. Par contre, les nodules phosphatés ont
Alors on est en train d'étudier ça. Pourquoi on a ces nodules phosphatés dans ces roches de Colorado Springs, alors qu'on n'en a pas ailleurs dans le Colorado non plus. On a des collègues qui travaillent donc sur la taphonomie, on comprend pourquoi. Alors ce qui se passe souvent quand on a des nodules comme ça, c'est qu'on a une particule qui permet à la précipitation de minéraux de se former et donc qui croissent autour d'un noyau. D'accord. Et c'est une préservation assez classique. Hein. Il y en a souvent. On a souvent des fossiles marins de crabes ou des choses comme ça. avec des nodules, les ammonites. Il y a une préservation particulière aussi à Mason Creek. C'est du carbonifère aux États-Unis et des nodules très célèbres qui préservent des insectes, puis des plantes aussi, ça peut arriver. Mais donc il y a ce noyau qui permet de créer cette concrétion autour, et c'est pour ça qu'aussi, d'ailleurs, sur le terrain, quand on trouve ces nodules, ils ont une espèce de forme. On dit tiens, ça ressemble vaguement à un crocodile. Et ben, on a la forme du crâne en triangle, mais complètement émoussé. Sur les nodules que j'avais montrés avant, on pouvait déjà essayer de deviner ce que c'est avant même le dégagement. Alors les plantes c'est différent, donc on attaque ça à la pioche et puis ensuite on délite au marteau les archilites. Là c'est mon collègue Rich Barclay, aussi paléobotaniste, qui est en train de regarder quelques surfaces qu'on est en train de cliver sur le site. Alors on en clive beaucoup. Là. Ian Miller, mon collègue paléobotaniste de Denver, et quand on a de la chance, on trouve de belles compressions. On n'était pas confinés, mais on a beaucoup de papier toilette sur le terrain, parce que c'est un outil particulièrement utile pour préserver les plantes fossiles. On fait ces espèces de momies où on enroule ces plaques qui sont assez fragiles dans une boule de papier toilette. Et ça permet de les emporter sur le... Alors ça a une double fonction, ça permet de les préserver, on peut les entasser dans une caisse, donc les boules de papier toilette se protègent les unes des autres. Et c'est pas mal parce qu'en gros, quand on charge ça dans la voiture et qu'on sort du terrain, on est sur la piste, donc ça bouge beaucoup. Et le fait que les boules de papier toilette soient calées les unes contre les autres, ça protège bien les fossiles. Et la deuxième fonction, c'est qu'en général, quand on sort ces argilites, elles sont légèrement humides. Ouais, ça garde l'humidité. Et donc, ça permet de les déshumidifier, mais d'une manière beaucoup plus douce. Ah oui, d'accord. Donc ça déshumidifie et le fossile ne souffre pas de la dissécation. Donc on a une double fonction, et pour ce qui est de ces... Alors ça dépend, hein, c'est pas une technique qui marche sur tous les types de roches, mais sur celle-ci, c'est très efficace. Voilà, donc quelques exemples. Donc on a quelques feuilles de dicotylédone. Donc quand on clive, on a une empreinte et une contre-empreinte. Souvent il y en a une qui est plus jolie que l'autre. Sophie dit que c'est pas aussi sympa qu'en Auvergne. Bon. Bah c'est sympa l'Auvergne aussi. Il faudrait qu'on y retourne. Bah oui, faudrait qu'on y retourne, hein, Sophie. Donc quelques feuilles de dicotylédone. Quand on clive ces grosses plaques, donc on a ces surfaces avec empreinte et contre-empreinte. Ici on a des platanacées, on connaît bien le platane, qui est notre arbre de bordure de route, qui est assez répandu à la fin du Crétacé, surtout au Paléocène. Les platanes, pas les routes. Pas les routes, non. Une diversification de platanacées. Ici, c'est des graines de Cercidiphyllum. Donc, on trouve pas mal de différents types de préservation. Ici, c'est une belle plaque avec plein de... D'où l'intérêt, comme tu disais, de faire des grosses plaques. Alors, ça peut aider. Et puis après, au laboratoire, ce qu'on peut faire, c'est avec un couteau, venir délaminer chaque couche. Les une par une, parce qu'il y a un empilement de plusieurs fossiles. Ici, on voit très bien qu'il y a des feuilles qui sont au-dessus de certaines autres. Donc, on peut faire du dégagement après sur le terrain. On a donc, ici, on voit bien, il y a deux feuilles qui se chevauchent, même trois d'ailleurs. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas que des feuilles, il y a ces espèces de petits débris qui ressemblent un peu à des branches. Mais si vous regardez plus en détail, il y a des petites fleurs à trois feuilles, à trois pétales, des petites fleurs à trois pétales qui sont des fleurs de palmier. Ah oui, d'accord. Donc, ces trois pétales, c'est assez caractéristique des monocotylédones. Et donc, on a trouvé ces fleurs de palmier. On a aussi des fougères. Donc, ça, c'est une plaque sur laquelle on a deux frondes de fougères qui sont peut-être pas très facile à voir, mais on a celle-ci qui est plus jolie.
Donc on a vraiment une très très belle flore, et l'intérêt c'est qu'on n'a pas qu'un seul site, on a prospecté toute cette épaisseur d'affleurement pour trouver, je crois qu'on a 62 sites au total. Donc on a ces différents sites qui permettent de se retrouver dans la stratigraphie, d'étudier l'évolution des flores. Pendant qu'on, nous paléobotanistes, on est en train de dégager les flores, il y a l'équipe des paléontologues, les vertébristes, qui essaient de trouver des nodules. Ici, mon collègue Tyler qui a trouvé une tortue. Alors c'est moche parce que c'est dans un nodule, mais une fois que c'est dégagé, c'est nettement plus impressionnant. Et d'autres collègues qui sont venus nous rejoindre aussi, qui se sont occupés de la stratigraphie et de la sédimentologie, et puis aussi d'autres méthodes comme le paléomagnétisme. Donc on en avait un peu parlé pendant ma conférence sur la limite Crétacé-Tertiaire, où on a une inversion du champ magnétique terrestre. Aujourd'hui, le pôle nord magnétique est au nord, mais il y a des moments où le pôle sud magnétique était au nord. Ouais. On a ces inversions. Et ces inversions-là sont utiles parce qu'elles sont calibrées. Pour ce qui est du Crétacé, on a une section à Zumaia, en Espagne, au Pays Basque, une section marine, avec des dépôts très fins côtiers, marins côtiers, sur lesquels il y a eu une calibration temporelle qui a été effectuée de ces inversions magnétiques. Donc un peu, c'est là qu'a été fait le calendrier, et on a la date de ces inversions très précises à Zumaia. Donc si on retrouve ces inversions magnétiques ailleurs dans le monde, on peut les caler grâce au calendrier de Zumaia, et c'est une des méthodes principales sur lesquelles on s'est appuyé pour Coral Bluff pour avoir des dates. Parce que avoir toutes ces plantes et tous ces mammifères, c'est pas aussi important que d'avoir l'histoire qu'ils racontent, leur contexte, et surtout les durées de leur évolution et de leur apparition au début du Paléocène. Donc pour ce faire, ils ont récolté des petits morceaux de roches. En général, ils collectent un petit dé. Et puis là, donc, Anthony, qui est en train de mesurer avec sa boussole l'orientation des cubes qu'il prélève par rapport au nord magnétique actuel. Donc quand il est en laboratoire, il sait, quand il sort son cube de son sac à échantillons, dans quel sens il a été orienté par rapport au nord actuel. Et grâce à une machine qui mesure l'orientation des particules magnétiques dans la roche, il peut déterminer une orientation magnétique fossile et reconstituer donc l'orientation magnétique fossile du sédiment. C'est un sacré voilà. boulot, quand même. Donc il y a eu une équipe assez multidisciplinaire pour essayer de comprendre le contexte de ces affleurements. La première chose qu'il faut faire quand même quand on parle de la limite Crétacé-Tertiaire et d'essayer de comprendre ce qui se passe après, c'est d'identifier la limite. Parce que si on ne sait pas où est le Crétacé, où est le Tertiaire, on peut difficilement dire des choses. Alors on a de la chance, c'est que dans le Colorado, il y a une section qui s'appelle West Bijou, qui est pas tout à fait, qui est pas très loin de Coral Bluff, et dans lequel il y a la limite Crétacé-Tertiaire, où on a donc les indices de l'impact. Donc il y a l'anomalie d'iridium, il y a les quartz choqués, il y a les indices palynologiques comme le pic de Fougères qui ont été détectés là. Et le collègue qui a fait la paléomagnétisme, le Will Clyde, a aussi daté pas mal de dépôts de cendres. Il y avait un volcanisme assez actif dans cette région du Colorado avec des dépôts de cendres. Et ce qui est assez rare, c'est qu'on a pu donc calibrer la limite Crétacé-Tertiaire à West Bijou de manière assez précise. Donc ça, c'était un papier qui est sorti en 2016, que vous pouvez regarder si vous voulez. Donc ce qu'il fallait faire, c'est trouver quelques indices à Coral Bluff pour pouvoir corréler la limite Crétacé-Tertiaire de West Bijou là où on est. Donc ce qu'on a utilisé, ça a été la partie de mon travail, ça a été la palynologie. Donc ce que j'ai fait à Coral Bluff, c'est récolter des échantillons qu'ensuite j'ai envoyés en préparation, les ai dissous dans de l'acide fluorhydrique. Donc toute la partie minérale de la roche disparaît et on a la partie organique qui reste. Et cette partie organique, elle contient de nombreux débris végétaux, des débris de plantes, des débris de bois, de la matière organique et surtout des grains de pollen, des spores fossiles. Et ils sont absolument fantastiques. Enfin, la préservation est assez fantastique.
Alors l'échelle, elle est cachée par la vidéo. Je ne sais pas si on peut... voilà, donc on voit un peu l'échelle. C'est pas très grand, hein. Ça fait en général entre 20 et 50 microns. Et donc ces grains de pollen fossiles qu'on voit sur cette planche-là, ils sont assez particuliers. On les appelle triprojectés, parce qu'ils ont 3 projections. Ils ont un corps central et un peu comme un trépied, 3 projections. Ouais. Et on les trouve surtout dans une région du Nord. On les trouve en Chine, on les trouve en Russie, on les trouve en Amérique du Nord. Et ils indiquent de manière assez précise la flore de la fin du Crétacé. Donc on les regarde et puis s'ils sont présents, on les compte. Et quand ils disparaissent, plus ou moins, on sait qu'on a changé d'air et on passe la limite Crétacé-Tertiaire. Donc il y a ces grains de pollen très particuliers. Il y a aussi d'autres espèces que j'ai regardées, comme d'autres angiospermes ici, des dicotes et des monocotes, qui aussi ne passent pas la limite. Donc je les ai identifiés, je les ai comptés sur chacun des échantillons, et à un moment je me suis aperçu qu'il y avait une disparition de ces indicateurs du Crétacé. Il y avait quelque chose d'intéressant aussi à Coral Bluff qu'on ne voit pas souvent, c'est Trichopeltinites. Ça c'est un champignon épiphylle. Alors, ça veut dire quoi, épiphylle? Épiphylle, ça veut dire épi, ça veut dire sur, et phylle, c'est la feuille. Ah, sur la feuille. Donc, c'est des champignons qui grandissent sur les feuilles. On voit ça en forêt, quand on a des champignons parfois qui grandissent sur les feuilles mortes. Ça fait des espèces de ronds. De lobes, comme ça. De lobes. Et c'est exactement ça, mais fossile. Donc ici, on a un champignon fossile de la fin du Crétacé. Et d'une manière assez curieuse, ce type de champignon, il disparaît à la limite Crétacé-Tertiaire, même s'il réapparaît plus tard. On l'a plus dans le Paléocène, et c'est possible que la plante sur laquelle ce champignon pousse, préférentiellement, disparaisse en même temps. Donc c'est aussi un bon indicateur de la limite Crétacé-Tertiaire. Donc entre les grains de pollen qui disparaissent et Trichopeltinites, et en faisant les comptages de ces espèces, on est arrivé donc à placer la limite. Donc on a notre coupe de Coral Bluff, et en rouge ici on a la concentration de ces éléments crétacés. On s'aperçoit à un moment qu'on a une disparition de ces éléments assez remarquable, et donc on a placé la limite Crétacé-Tertiaire ici grâce à ces microfossiles, grâce à la palynologie. L'année d'après, mon collègue Tyler est retourné sur le terrain. Il m'a dit on a trouvé des dinosaures. Allez, c'est intéressant parce que les dinosaures, on sait qu'ils passent pas la limite. Ouais. Et donc je lui ai demandé où est-ce qu'ils les ont trouvés. Et 2 mètres dessous. Ce qui est rare. Donc ce qui est rare parce que du coup c'est assez récent, mais on les a pas trouvés dessus non plus. Donc ça correspond assez bien. Le placement finalement correspond aussi avec d'autres marqueurs qui ont été trouvés indépendamment, comme les vertébrés. Donc c'était surtout les fragments de la collerette. C'est des fragments qui sont assez épais et assez durs. Collerette de Triceratops. La collerette de Triceratops. C'est assez difficile de confondre ça avec autre chose parce qu'au Paléocène, il n'y a pas d'animaux si gros. Donc on trouve des gros os en général avec la structure de la moelle. Ouais. Et on sait tout de suite que c'est du dinosaure. Et là, ces fragments-là ont été trouvés à peu près 2 mètres sous la limite. Donc on sait qu'on est au Crétacé. Donc on sait qu'on est au Crétacé, on sait qu'on passe la limite après. Voilà, donc pour le calage temporel, au moins pour la reconnaissance de la limite Crétacé-Tertiaire. Avec la palynologie aussi, j'ai regardé les spores, plus principalement Cyatidites. Si vous avez vu la conférence sur la limite Crétacé-Tertiaire, j'avais expliqué que au tout début du Crétacé, juste après l'impact, il y a eu une dévastation de la flore assez importante. Et que ces espaces dévastés, qui ont été mis à plat, ont été recolonisés assez rapidement par des fougères. Et c'est un événement qui a été observé à l'échelle globale. On le voit en Nouvelle-Zélande et un peu partout en Amérique du Nord, là où on a des sites fossilifères. Et on a ce pic de concentration de fougères. Et plus ou moins ici, à Coral Bluff, on a effectivement, après la limite Crétacé-Tertiaire, un pic où on a à peu près 60% de cette espèce, Cyatidites, qui prolifère. Donc on a éventuellement identifié ici aussi le pic de fougère, donc un deuxième élément qui tendrait à prouver qu'on
on a bien passé les limites à ce moment-là. Et en général, après, les fougères sont un peu plus nombreuses qu'au Crétacé, du moins pour l'évidence palynologique. Une troisième chose assez intéressante qu'on a vue avec les pollens fossiles, c'est les pollens de palmiers. Ouais. Donc, les palmiers, c'est les arrêts cassés qui produisent des grains de pollen assez particuliers, un peu en forme de grains de café. Et il y avait certains échantillons, donc il y avait jusqu'à 80% de grains de pollen de palmier, et d'autres qu'on n'avait quasiment pas. Et on a une zone vraiment où on a une oscillation, où on a des grains de pollen de palmier à fond, et puis des fois pas du tout, et c'est très très instable, ça va, ça vient, ça va, ça vient, puis après ça se stabilise un peu. Donc on a cette zone de palmier en dents de scie qui était assez intéressante. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit sur le terrain. Ah ouais, d'accord. Donc, oui, effectivement, on le voit bien. Donc on a aussi énormément d'éléments de palmier. On a cette belle fronde de palmier, mais on en a trouvé plein. Du genre Sabalites. Et on a aussi des troncs qui sont in situ, qui sont en position verticale, en position de croissance. Alors, tronc de palmier, c'est pas un arbre, c'est pas du bois. Oui. C'est une herbe. Donc, on a une structure assez différente de bois, par exemple, de conifères qu'on a trouvé aussi. On a beaucoup de bois de palmier qu'on a trouvé sur le premier intervalle, qui correspond assez bien avec cet intervalle palynologique. On a ces va-et-vient de disparition, d'apparition de palmier. De palmier, voilà. Donc encore un morceau ici. En fait, ici, il y a deux choses. Il y a cette structure orange avec, je ne sais pas si c'est bien retranscrit sur l'image en ligne, mais on a des nervations qui sont très très parallèles, très fines. Et à côté, il y a un morceau qui est un peu plus marron, et là, il y a des nervations qui sont un peu dans deux sens. Alors ça, c'est typique quand on a une nervation assez complexe, c'est des dicotylédones. Ouais. Et quand on a une nervation assez simple, rectiligne, on est dans les monocotes. Vous pourriez penser par exemple aux feuilles de tulipe ou aux poireaux. Ah, d'accord. C'est rectiligne. Et les palmiers aussi, donc on peut identifier ça de manière assez facile. Donc ici, on a empreinte et contre-empreinte de la partie d'une fronde de palmier. Donc voilà un peu ces éléments qu'on a trouvés, et puis les fleurs aussi. Donc on a 4 éléments. Les grains de pollen en forme de grains de café, d'arrêt cassé, et puis les troncs, les frondes et les fleurs, qui sont donc assez fréquents sur ces premiers niveaux du Paléocène. Alors ils sont roses, mes grains de pollen, parce qu'ils sont colorés. Donc en fait, la couleur naturelle, c'est plutôt jaune, mais parfois ils sont tellement transparents que c'est difficile à regarder, donc on préfère les colorer, comme ça au moins ils ont un contraste qui permet de les observer de manière un peu plus facile que d'observer des choses qui sont transparentes et qui sont pas très faciles à regarder. Voilà, donc encore des grains de pollen. Et il y avait d'autres grains de pollen intéressants qui, eux, font partie de la famille des juglandacées. La famille des juglandacées, aujourd'hui, on a le noyer, les noix de Pékin aussi. C'est la famille des noyers. Et ça, c'est des grains de pollen qui ont été identifiés par un collègue et un de mes mentors, Douglas Nichols, comme étant caractéristiques du Paléocène. Et ces petits grains de pollen ont une radiation au début du Paléocène. Donc les identifier et les reconnaître, ça a été assez important, parce que donc les palynologues et mon collègue Douglas Nichols ont établi une échelle temporelle de cette radiation de ces grains de pollen de juglandacées qui font partie du genre Momipites. Alors, ce qui veut dire que s'il y a une radiation des grains de pollen, c'est qu'il y a une radiation des plantes qui correspondent. Hein. On est d'accord. Alors oui, Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas forcément non plus la plante qui est rattachée à ces grains de pollen. Mais on sait qu'il y a on sait que forcément, ils ont été produits par quelque chose. Donc on a une diversification des juglandacées, et donc des grains de pollen qui sont produits par ces juglandacées. Et donc il a identifié 6 zones de P1 à P6 qui sont donc des zones paléocènes,
Et pareil à l'Éocène, ensuite il y a une radiation aussi d'autres types de grains de pollen. Mais donc identifier ces grains de pollen de Momyptes et de pouvoir savoir dans quelle zone on est, ça permet de savoir où on est dans le temps aussi. Donc on a essayé de faire ça. Donc voilà quelques spécimens de nos Momyptes de Coral Bluff. Et en blanc, on voit effectivement qu'il y a une diversification. Au début, il n'y a qu'une seule espèce, puis 2, puis 4, puis de plus en plus qui apparaissent. Et en jaune, on a la première zone, P1, qui correspond à cette première zone de diversification des Momyptes, la zone P2 et puis la zone P3. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Où là, il y a plus d'espèces qui apparaissent. Donc, on a permis on s'est repéré dans le temps à partir de cette diversification des grains de pollen de Momyptes. Donc, on a tous ces indicateurs-là qui permettent de savoir à peu près où on est et puis qui indiquent aussi une radiation des plantes et puis des changements dans la composition de la flore qui sont finalement assez remarquables. On a une flore crétacée qui est très caractéristique avec toutes ces espèces qui disparaissent à la limite. Ensuite, une reconquête floristique avec ces fougères. À plus grande échelle, ensuite, on a nos palmiers. Et puis après, la diversification des grains de pollen de juglandacées. Attends, reste un peu dessus. Ouais. Je voulais. Enfin, là, ce qui est incroyable, c'est quand même pour le travail de paléontologue, donc ça doit être un peu diffus pour tout le monde, même un peu pour moi aussi. Mais surtout ce qu'Antoine nous a montré, en fait, on voit que sur de 66 à 64 millions d'années, c'est-à-dire sur 2 millions d'années, on a une très grande précision de la flore, en fait, de la composition de la flore. Je trouve que c'est assez impressionnant. On peut voir sur 2 millions d'années vraiment beaucoup de variations sur les palmiers, sur les fougères et même sur les autres plantes. Je trouve que c'est vraiment un boulot qui est vachement impressionnant en fait. On a une grosse précision en fait. Bah, c'est l'avantage de coupler plusieurs domaines parce que chaque registre fossile a une échelle de temps de préservation qui est différente et une échelle de préservation qui est différente. Quand on travaille sur les dinosaures, on trouve des spécimens qui sont gros. Oui, voilà. Donc la résolution n'est pas forcément la meilleure quand on a un os qui fait 2 mètres et qu'on en trouve peut-être toutes les 5 mètres. On n'a forcément pas la même résolution quand on travaille sur les pollens qui font plusieurs microns et on peut en trouver plusieurs centaines de milliers dans un gramme de roche. Donc on a une précision qui est nettement plus supérieure stratigraphiquement avec la palynologie, mais on n'a pas non plus la même histoire. On n'a pas non plus la même histoire avec les flores fossiles. On a aussi des préservations qui sont assez... avec une résolution temporelle assez fine. Ces sites de flore-là, ils ont été déposés pendant un temps assez court. Donc chacune de ces approches a une résolution différente et aussi apporte une page de chapitre différente. Donc coupler toutes ces informations ensemble, ça permet de raconter toute l'histoire. Et donc, quand on a eu cette radiation-là, la grande question, ça a été de la dater. Parce que donc, on avait ces étapes de radiation de la flore. Et comme tu l'as dit, ça prend à peu près 2 millions d'années. C'est parce qu'il y a l'échelle à côté. Mais il a fallu qu'on la construise, cette échelle. Oui, voilà. Et c'était la grande surprise. Et nos collègues qui font donc le paléomagnétisme, comme j'ai dit, en regardant l'alternance du pôle magnétique, ici on le voit sur ce diagramme-là, on a le code barre en noir-blanc, noir-blanc. Donc ils ont réussi à caler ces inversions, et en particulier l'inversion du cron 29N, qui est un cron qui est à 65 690 000 ans. Et je ne sais pas si on voit le curseur par contre sur l'écran. Donc... tu montres avec ton doigt, alors c'est pas ça. Et donc ça, c'est un premier calage temporel. Le deuxième calage temporel, c'est la nouvelle inversion du cron 28R. Et donc on a ces deux étapes qui sont calibrées à Zoomaya et qui correspondent donc à peu près à une échelle de temps de... on est à 66, 65, ça fait 1 million d'années, quoi. Donc on a 1 million d'années, on peut voir que donc la première tranche de temps avec la radiation des palmiers, c'est à peu près 300 000 ans, et quand on a la radiation la zone P3, la radiation des Momyptes, on est à peu près à 900 000 ans, donc c'est quelque chose d'assez rapide.
Donc on a notre contexte évolutif et notre contexte temporel qui a été reconstitué grâce à ces différentes méthodes. Donc on simplifie pour la suite cette histoire palynologique. Donc 4 étapes, la flore crétacée, l'impact avec la destruction des écosystèmes du Crétacé, le pic de Fougères, un événement de reconquête floristique très rapide, la diversification des palmiers et ensuite la diversification des grains de pollen de Momipithes, des juvelandacées, les 4 étapes qu'on voit. Et puis donc on a nos flores, donc deuxième étape, deuxième registre fossile qu'on a étudié, c'est les flores fossiles. Donc on a ici tous nos sites, on a 65 sites floristiques qu'on a identifiés tout au long de cette coupe, avec à peu près 233 espèces, donc c'est assez, énorme, c'est assez divers. Et on les voit ici donc sur ce diagramme vert qui ressemble un peu à une cascade, où on a donc l'apparition et la disparition de ces espèces. Donc ce qu'on a fait sur ces points d'apparition et disparition, c'est des statistiques de... Ah bah non, j'ai oublié, on verra ça après, mais il y a aussi une plante très particulière qu'on a trouvée, qui nous a beaucoup surprise, c'est celle-ci. Alors c'est tout petit, c'est des petites feuilles qui font à peine 1,5 cm, hein, c'est pas très spectaculaire, mais elles ont une caractéristique très très particulière. On voit la nervation principale qui est assez marquée, quelques petites nervations secondaires, mais surtout ce qu'on voit, c'est que la nervation elle est asymétrique. C'est-à-dire que la feuille elle n'est pas symétrique, la nervation principale elle n'est pas centrée sur le milieu de la feuille. Sur le milieu de la feuille. Et ça c'est assez particulier. Voilà un exemple aujourd'hui d'une feuille asymétrique qui est assez comparable. Et ça c'est des feuilles de légumineuses. Ah. Et la grande surprise, c'est qu'on n'en connaissait pas des aussi vieilles. Donc là, dans ma main, c'est une feuille composée de tamarin. Le tamarin, tu connais, c'est les gros haricots qu'on mange en Asie. Voilà, il y a de la pâte dedans. D'ailleurs, ça vient c'est une photo que j'ai prise en Guadeloupe. Voilà, la Guadeloupe n'est pas en Asie, mais on mange beaucoup de tamarin aux Antilles, c'est pour ça. Donc il y a ces feuilles très particulières et l'autre particularité de ces plantes, c'est la formation des haricots. Donc on s'est dit intéressant, et puis on a trouvé ça. Donc là, on s'est dit, ça y est, on a la preuve très, très claire qu'on a des légumineuses très très tôt finalement au Paléocène. Les premières connues, je crois qu'elles étaient à peu près à 3-4 millions d'années après la limite. Et là, on est vraiment au tout début du Paléocène et on a les toutes premières légumineuses. Donc un bond de 4 millions d'années. Un gros bond de 4 millions d'années dans le registre fossile avec une apparition 700 000 ans après la limite Crétacé-Tertiaire. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même si c'est un bond de 4 millions d'années, c'est surtout que c'est très proche de la crise en fait. C'est très proche de la crise et c'est assez surprenant parce que finalement les choses se passent assez vite, où on a cette reconstitution des écosystèmes après la crise. Et peut-être beaucoup d'instabilité, mais une diversification qui va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et donc voilà où on les a, donc 700 000 ans après la limite, et notre première apparition de légumineuses dans cette étape où on a aussi la diversification des juvelandacées, une diversification des forêts du Paléocène. Voilà. Et ce qu'on a pu faire avec les plantes aussi, c'est que les plantes sont de très bons marqueurs du climat. Oui. Donc on a essayé de les utiliser pour comprendre l'évolution du couvert végétal et du climat. Donc ça c'est la diversification des plantes, c'est le nombre d'espèces qu'on a. Alors on n'a pas beaucoup de sites dans le Crétacé, donc les faibles taux de diversité de 20 à 25 espèces là qu'on a au Crétacé, c'est peut-être pas un très bon reflet, mais on a une extinction à la limite Crétacé-Tertiaire, là on voit un trou dans la courbe, et puis une recolonisation, une reconquête de la diversité qui est vraiment assez rapide. Qui est assez rapide, qui prend, si on regarde l'échelle de temps,
À peu près à 100 000 ans, on est déjà à 20-25 espèces, et puis on a un pic là, à peu près à 65 000, 66. À 500 000 ans après la limite Crétacé-Tertiaire, on a 35-40 espèces. Ouais. Comme on n'a pas une très bonne vue du Crétacé à Coral Bluff, et la raison c'est tout bête, c'est que les affleurements, donc l'affleurement c'est de la roche verticale qu'on peut grimper et observer, couvre principalement le Paléocène. Et au pied de la colline, c'est surtout là qu'il y a le Crétacé, mais c'est plat. Donc on a de la prairie, et on n'a pas de roches sur lesquelles on peut regarder. Donc, vous n'avez pas essayé de creuser? Eh ben on peut pas, parce que il faut y aller en profondeur. Ouais. Et comme tu le sais, trouver des fossiles, c'est statistique. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la chance. Et plus tu couvres de terrain, plus tu as de chances de trouver de fossiles. Et si tu fais juste un trou à la verticale, tu as très peu de chances finalement de trouver des fossiles. Sauf s'ils sont petits. La palino, ça marche parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Mais il y a très peu de chances de trouver des sites fossiles de plantes ou des mammifères si on creuse. C'est pour ça que quand on fait des forages pétroliers, on utilise des microfossiles et pas les ammonites par exemple, parce qu'il y a très peu de chances de forer sur une ammonite, ou même de forer sur des centaines d'ammonites. Donc le problème de Coral Bluff, c'est qu'on a une très bonne histoire du Crétacé, mais pas forcément de la fin du Paléocène. Une très bonne histoire du Paléocène, mais pas forcément une bonne histoire de la fin du Crétacé. Donc on a couplé ça avec notre étude du Dakota du Nord, dans lequel là on a une très bonne couverture de la fin du Crétacé. Donc là c'est ce que racontent les plantes à la fin du Crétacé. Donc on a vraiment des diversités très élevées dans le Crétacé, avec de 60 à 80 espèces de plantes, l'extinction de la limite Crétacé-Tertiaire et la reconquête. Donc en combinant ces deux registres fossiles, on arrive à avoir une bonne vue de cette histoire de reconquête des plantes. De cette histoire de reconquête des plantes à la limite Crétacé-Tertiaire. Ça, je vais peut-être raconter ça un peu rapidement, mais c'est un collègue qui a étudié donc nos fossiles de Coral Bluff avec un critère assez intéressant. Il a mesuré en gros la densité des feuilles. On peut mesurer un peu l'épaisseur des feuilles, voir comment expliquer ça. Si elles sont fines ou épaisses, ce qui correspond un peu à la vitesse à laquelle elles grandissent. On peut comparer ça un peu au grammage des feuilles de papier. Une feuille de papier très fine, elle va avoir un grammage léger, par exemple 80 grammes par mètre carré. Et une feuille cartonnée, elle aura un grammage peut-être de 250 parce qu'elle est plus épaisse. Voilà. Et on peut faire ça de la même manière avec les feuilles fossiles. Et donc c'est ce qu'il a essayé de reconstituer. On s'aperçoit que donc ce grammage pour les feuilles du début du Paléocène est un peu moins important. Il y a tout qui vient d'un coup. Donc là, la boîte à moustache qui est juste au-dessus de la limite Crétacé-Tertiaire, elle est un peu en retrait à gauche, ce qui indique que le grammage des feuilles est moins important. Donc elles grandissent beaucoup plus vite en surface, mais moins en épaisseur. Donc ça indique qu'il y a des flores qui grandissent assez rapidement au début du Paléocène, et peut-être qu'il y a des flores un peu plus stables après qui grandissent plus lentement. Donc il y a ce changement. On a ce changement de morphologie de manière dont des feuilles grandissent, en gros, de rythme de croissance. Et la température, c'est aussi quelque chose qu'on peut extraire avec les feuilles. D'une manière assez simple d'ailleurs, ce qu'on a fait, c'est simplement, on a compté sur chacun de nos sites la quantité de feuilles qui a une bordure lisse, donc des feuilles sans dents, et des feuilles qui ont des dents. Oui, c'est assez connu ça. Et les forêts tempérées en général sont plus constituées de feuilles qui ont des dents, et les forêts tropicales humides ont plutôt des feuilles qui sont lisses, à bordure lisse. Donc grâce aux comparaisons actuelles et à la calibration de cette composition feuilles lisses et feuilles à dents et aux zones climatiques actuelles, on a pu reconstituer ça dans l'ancien. Et donc on a en rouge cette courbe de température qu'on a reconstituée à partir des feuilles, et on s'aperçoit qu'il y a des variations de température. Il y en a une toute première au tout début du Paléocène, avec un réchauffement peut-être d'à peu près 4 degrés. Et on a une deuxième zone d'augmentation de température, avec un réchauffement d'à peu près 3 degrés. Et ce pic de température-là, il correspond aussi au pic
de diversité de plantes. Là, on regarde le pic en vert. Et la zone de palmier, elle correspond à ces 2 pics de température aussi. À cette zone à température élevée. Ça, c'est intéressant parce que les palmiers, en général, ils aiment bien ça quand il fait chaud. Donc, on a cette diversification des palmiers au moment où on a ces 2 pics de température. Et avec un point d'interrogation, on a peut-être un 3e pic de température un peu plus élevé au moment où l'apparition des légumineuses. Mais on a un paléocène qui est vraisemblablement plus chaud que le reste, tout début du paléocène, avec au moins un réchauffement identifié par ces 2 pics, de température. Ouais, c'est magnifiquement corrélé en fin de compte. Ça marche pas trop mal. On a été assez surpris de mettre ces pics de température et de voir que finalement ça correspond bien aux zones de prolifération des palmiers, aussi à la zone de diversification des plantes. Et on a nos mammifères pour pas les oublier. Oui, parce que là, donc on va remettre ces beaux nodules qu'on a trouvés avec ces mammifères. Alors je vais parler surtout de 4 espèces principales qu'on a trouvées donc dans ces sections de Coral Bluff. Malheureusement, le nom est masqué par notre petite vidéo. C'est des reconstitutions qui ont été faites par André Atouchine. Et donc on a ici l'Oxolophus, qui est le premier mammifère qu'on voit apparaître dans les sections de Coral Bluff, avec peut-être une reconstitution un peu artistique pour le corps qui n'est pas connu, mais on connaît maintenant assez bien les crânes. Carciopithecus, qui est un mammifère un peu plus gros qui apparaît ensuite. Le premier carnivore qu'on voit apparaître est Euconodon, qui est un mammifère qui est déjà une assez bonne taille, avec peut-être une masse corporelle de 70 à 80 kg. Ouais, c'est plus gros que moi. Oui, c'est plus gros que toi. Et puis une dernière espèce qu'on a trouvée là-bas, c'est Taeniolabis. Alors là, il ressemble un peu à Castor, mais Taeniolabis, c'est un multituberculé. Ouais. Les multituberculés qui sont des mammifères aujourd'hui disparus et qui étaient assez courants au Paléocène, qui étaient plutôt de la taille du musaraigne. Taeniolabis, c'est un très gros multituberculé. Alors ils ont des dents un peu spéciales, ils ont des incisives comme les rongeurs, un peu comme les rongeurs. Et ils ont une dent, une molaire assez particulière, une molaire plate. Voilà. Avec des dents de scie ça ressemble un peu à une scie circulaire en fait. Voilà. Et chez les multituberculés, on a vraiment, enfin du Crétacé et du Cénozoïque, on a vraiment des formes de dents très spécifiques et par les dents, on peut déterminer facilement les espèces justement sur ce disque de la molaire avec toutes les dents. Multituberculé, ça veut dire plusieurs tubercules. Effectivement, c'est lié à cette molaire qui a des tubercules vraiment très spécifiques à chaque fois. Donc il y a la première molaire qui est en forme de lame, en forme de scie circulaire, et 2 grosses molaires derrière qui ressemblent un peu plus à des dents classiques avec des tubercules. Et qui donc, on a ici un très gros multituberculé qui apparaît beaucoup plus tard. Donc ce qu'on a regardé, c'est où apparaissent nos crânes sur cette échelle temporelle. Donc on a le Crétacé ici, l'ancien, c'est la zone il y a aussi une stratigraphie en Amérique du Nord basée sur l'apparition des mammifères, où on a finalement le plus gros mammifère connu à la fin du Crétacé, c'est peut-être Didelphodon. Oui, c'est un gros chat, quoi. C'est de la taille d'un gros chat, ouais. C'est un marsupial. Oui, c'est... Alors, c'est pas un marsupial. Pas tout à fait, ouais. C'est un cousin des marsupiaux. Ça, je me bats tous les jours pour dire que les métatériens, c'est un groupe où il y a les marsupiaux, mais tous les marsupiaux tous les métatériens ne sont pas des marsupiaux. Donc, c'est un cousin des marsupiaux. Voilà. C'est un cousin des marsupiaux. On a aussi beaucoup de multituberculés. Donc, ceux-là disparaissent à la fin du Crétacé. Et ils sont remplacés assez rapidement par une faune. Alors, il y a Baioconodon, c'est notre premier exemplaire, qui est un mammifère assez petit. Donc là, quand on regarde l'étoile numéro 2, on voit que ça correspond à une masse corporelle d'à peu près 5 à 7 kg. Voilà, encore un gros chat. Encore un gros chat, ouais. Donc on a cette apparition de petits mammifères. Si on passe après plus loin dans l'échelle stratigraphique, on a une diversification des mammifères. On a l'Oxolophus, on a Carciopithecus,
qui sont des mammifères déjà plus gros. Donc on a ici les étoiles 5 et 6 qui correspondent à des masses temporelles de 25 kg. Ce qui est déjà assez impressionnant. Tout à la fin de notre échelle stratigraphique, on a l'apparition de mammifères beaucoup plus gros comme Eoconodon et notre multituberculé Teniolaebis, là 6, 7 et 8, qui ont des masses corporelles de 50 voire 70-80 kg. Ouais, donc on a des masses corporelles assez intéressantes, et puis l'apparition aussi de mammifères qui sont plus non seulement herbivores, mais qui sont aussi carnivores. Ou omnivores aussi. Ou omnivores. Et donc ça a été intéressant de voir cette diversification en marge d'escalier, et aussi cette diversification qui est assez rapide par rapport à ce qu'on pouvait penser. C'est la première fois qu'on a des données aussi précises et importantes sur justement la croissance la croissance en taille des mammifères à cette époque. C'est la première fois qu'on a calibré cette étape où avant c'était vraiment connu par des restes fragmentaires sur quelques dents. Et peut-être qu'on connaissait mieux l'étape après. On a ici à partir du Percan 3, le Percan 3 qui commence à la fin du Paléocène et des zones un peu plus tardives. Qui était mieux connu, mais c'est vrai que c'était un trou dans la connaissance de l'évolution des mammifères. Alors là, c'est les mammifères seulement, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder ce qui se passe avec l'évolution des plantes et de la température, pour voir si ces étapes de l'évolution des mammifères correspondaient à quelque chose. Et on s'est aperçu qu'il y avait des corrélations. Donc on a ici la diversification des plantes, notre apparition des premières légumineuses, nos pics de réchauffement. Et ce qu'on a vu, c'est que ces étapes, elles correspondaient pas mal. Donc on a cette étape, la toute première étape où on a des flores peu diversifiées, surtout dominées par des palmiers, avec la radiation de mammifères de petite taille, où on a Eoconodon là. Et une fois qu'on a donc la radiation, une diversification surtout de la diversification des plantes qui explose, on a le début de la radiation des mammifères. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que là où on a la radiation des légumineuses, on a aussi l'apparition de mammifères de grande taille. C'est très bien corrélé, ça se voit que on est dans les zones à chaque fois. Et ce qui est assez intéressant, parce que du coup, les légumineuses aujourd'hui, c'est une part essentielle de l'alimentation des mammifères, de la nôtre aussi. Et donc on s'aperçoit que cette source de nourriture nouvelle qui arrive, sans doute permis la diversification et l'augmentation de la taille, de la masse corporelle des mammifères. Donc on a une corrélation assez convaincante à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui dirige cette évolution? Qu'est-ce qui dirige ces pics climatiques? On s'est attaché à ça. Il y a quelque chose qui se passe à la fin du Crétacé et surtout au début du Paléocène, c'est les trappes du Décan. Et il y a 2 papiers qui sont sortis l'année dernière qui ont permis de dater les trappes du Décan de manière un peu plus précise. 2 papiers de groupes concurrents, je dirais, qui ont utilisé 2 méthodes de datation différentes. Il y a le groupe de Sprain et al. Qui ont utilisé des datations argon-argon sur ces couches, sur ces éruptions du Décan. Et le groupe de Schuen et al. Qui ont utilisé une autre méthode, la méthode d'uranium-plomb, pour dater ces couches. Et ce qu'ils ont trouvé, finalement, ils ont été plutôt d'accord, sauf sur un point. Donc quand on voit le diagramme de gauche des datations argon-argon, donc on a les boîtes de couleurs ici, c'est en fait les pulses, les éruptions, les épisodes éruptifs du Décan. Et alors là, c'est un peu difficile à lire parce que l'échelle de temps, elle va à l'envers, c'est-à-dire qu'on est dans le Crétacé, à droite du diagramme et on va dans le Paléocène à gauche. Donc les petits pulses qu'on voit en bleu, en vert, etc., c'est dans le Crétacé. Et leur datation montre que les gros volumes d'éruption du Décan, en orange et en jaune, sont principalement dans le Paléocène. D'accord. Les datations uranium-plomb montrent à peu près la même chose, sauf, alors là c'est la représentation un peu différente, c'est les grands pics en rouge, sauf que le premier pic d'éruption massif, il le place dans le Crétacé.
Donc il y a cette incertitude, mais on sait au moins que le principal volume d'éruption du Décan est surtout Paléocène. Et donc on s'est intéressé à ces nouvelles dates et de voir si on pouvait les caler avec nos reconstitutions. Donc on a les bulles tout à droite de notre diagramme ici avec ces 3 éruptions. Il y a la première éruption de Polatpour qui est peut-être dans le Crétacé, voire dans le Paléocène, qui correspondrait assez bien à notre premier pic de réchauffement indiqué par les flores. La deuxième éruption dans Ben Ali, qui est la plus grosse, qui correspondrait à notre deuxième pic de réchauffement. Et peut-être moins bien calé, mais 2 pics qui correspondraient à la petite excursion qu'on a tout à la fin. Mais au moins, on a vraisemblablement une histoire très corrélée des éruptions du Décan avec nos histoires de réchauffement. Et peut-être que finalement, le Décan a toute sa partie à jouer dans cette histoire de réchauffement du Paléocène, qui a aidé à la reconquête floristique et faunistique et au développement de ces écosystèmes du tout début du Paléocène. Donc ça, c'était assez intéressant. Des variations qui sont impliquées à chaque pulse, en fait. Et une diversification qui est liée finalement à chaque pulse du Décan. Donc on est en train de regarder ça un peu plus en détail, de voir si on peut mettre en vis-à-vis des corrélations plus détaillées, mais c'est assez convaincant. Voilà, eh bien, on peut peut-être résumer un peu cette histoire évolutive avec des belles images de notre artiste André Etouchine qui nous a produit ces reconstitutions. Alors là c'est de la faune du Crétacé. Donc on est dans la formation de Hell Creek où on a des flores très diversifiées. On a nos copains dinos, avec T-Rex, Achéroraptor, et puis on voit en distance une flore assez diversifiée avec des conifères. Il y a des palmiers mais ils sont pas là. Beaucoup de dicotes, il y a des tortues, il faut pas les oublier les tortues parce qu'elles sont quand même très très abondantes. Et puis elles passent la limite Crétacé-Tertiaire. Elles font partie des survivantes. Une autre image du Crétacé avec Anzu Wiley, le poulet de l'enfer. Oui, donc ça qui a été non, c'est aux États-Unis. Ah, c'est aux États-Unis. C'est une découverte assez récente de dinosaures caenagnatidés de Tyler et des collègues qui ont identifié ça. C'est le dernier dinosaure connu de Hell Creek, en fait, non? C'est ça? C'est pas le dernier, mais il faisait partie de. Tu veux dire qui a été décrit? Qui a été décrit, ouais. Ça fait partie des découvertes récentes. Oui, il a été décrit en 2010. Ah, d'accord. Quelque chose comme ça, ouais. Donc une découverte assez récente. Donc ce paradis-là a été mis à mal par l'impact de Chicxulub. Donc on se retrouve avec des écosystèmes dévastés. Immédiatement après l'impact, l'énergie de la radiation, enfin l'énergie thermique dégagée par l'impact crée des feux de forêt, une destruction de la flore, avec l'extinction des animaux qui donc ont été affectés par l'impact et indirectement par la destruction, enfin directement par les destructions de la flore associée, avec quelques chanceux qui finalement ont survécu à la crise. Voilà, ils ont su s'adapter. Qui forcément avaient une aptitude à survivre, probablement avec une source, un réseau trophique différent de la part de celui des dinosaures et d'autres espèces qui ont disparu. On se rend compte que les animaux qui ont survécu, c'est ceux qui étaient liés aux écosystèmes d'eau douce, aquatiques, et aussi qui n'étaient pas aussi liés à la flore que les méga herbivores. Donc on a une alimentation qui est plutôt détritivore, et qui permet donc cette survie. Au tout début du Paléocène, on a nos gagnants, quelques petits mammifères qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui étaient là au Crétacé, les tortues, les alligators et les crocodiles. Et ici, on a donc la fin de cette zone de dévastation. On a la reconquête par les plantes. On a nos fougères ici qui pullulent, et puis quelques palmiers en distance qui commencent à prendre leur place. Donc ici, on a quasiment pas de canopée. On a des flores qui poussent, enfin des plantes qui poussent à même le sol, et une reconstitution progressive de la canopée avec des plantes qui poussent très rapidement et qui reconstituent cette canopée assez rapidement.
le tout début du Paléocène, avec une radiation des premiers mammifères qui sont pas forcément les plus gros, et puis des flores qui sont assez peu diversifiées, principalement dominées par les palmiers. Ouais. Et donc peut-être que cette manque de diversité et donc de sources de nourriture a contraint les mammifères à rester petits et peu diversifiés pendant cette première étape du tout début du Paléocène. Ouais. Et après, donc pendant cette zone de réchauffement, une diversification des flores avec l'apparition la diversification des grains de pollen de juglandacées, la diversification de la famille du noyer, une diversification des mammifères avec l'augmentation de la masse corporelle. Et puis la dernière étape avec l'évolution des légumineuses et l'apparition de premiers gros mammifères et carnivores associés à cette radiation des écosystèmes, de la diversification des écosystèmes continentaux. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un beau tour avec bien détaillé, parce que bon, dans les articles qu'on voit sur internet, enfin les articles des médias, des journaux, pas les publications scientifiques, on a cette histoire résumée sans trop de détails, et là on a quelque chose de très détaillé, puis on voit le travail des différents paléontologues. Paléontologue, c'est pas juste un mec qui étudie des petits rex, on a plusieurs disciplines, et là c'est un peu magnifique, c'est un peu la chapelle Sixtine, tout est corrélé, tout va pratiquement bien, toutes les données de chaque discipline de paléontologie marchent assez bien, et ça nous permet d'avoir une histoire vraiment bien construite sur cette zone. Ça a été un gros travail d'équipe, et c'est sûr que c'est la convergence de toutes ces disciplines qui a permis de reconstituer toute cette histoire évolutive qui est assez complexe. Et donc il y a au moins une trentaine de scientifiques qui ont participé à cette découverte et donc à la description de ces fossiles et de ces données, et beaucoup aussi de volontaires qui ont participé à la collecte, à la préparation de ces fossiles. Donc c'est un travail qui a, comme j'ai dit, a débuté peut-être 5 ans avant la publication. Au final, 5 ans, c'est assez rapide. Mais ça a été un long travail sur le terrain et en laboratoire, et ça a été assez excitant et puis ça donne un super résultat. De reconstituer cette histoire. Avec plus à venir, puisqu'on aimerait comprendre aussi l'origine de la formation de ces nodules phosphatés, pourquoi on a la formation de ces nodules dans ces environnements de coral bluff. Il y a aussi, malheureusement avec le confinement, on aurait dû retourner là-bas cet été, alors ça sera sans doute pour l'année prochaine. Mais il y a encore des nodules qui affleurent, qui demandent qu'à être récoltés, à nouer tous leurs secrets. Donc, et puis certains mammifères qui ont été passés au synchrotron et au scanner pour reconstituer donc la biologie de ces mammifères de manière un peu plus détaillée, vu que ce sont les premiers crânes connus. Donc là, on a un flot de données qui est assez important, et en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est pas fini. C'est pas fini, c'est le début. Voilà. C'est un beau début. Écoute, Antoine, je te remercie. Je te dis à bientôt, et puis à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao. N'hésitez pas à venir visiter la page Facebook Fossile vous plaît. Et je vous conseille aussi d'aller voir la chaîne d'Alexis Rastier, qui nous a fait beaucoup d'épisodes sur la paléobota. Et vous inquiétez pas, dans la description de la vidéo, vous aurez des liens vers Fossile vous plaît, des liens vers des articles rédigés par Antoine, mais également les liens vers la chaîne d'Alexis Rastier. Et un grand merci à toi, Antion.